avec leur homologue du Sénégal. La cérémonie de remise des prix du concours général aura lieu demain au Grand Théâtre National. Elle sera présidée par le président Macky Sall. Le meilleur élève de cette année vient du lycée d'excellence de Diourbel. Toutes les nouvelles demandes de licence de pêche au Sénégal ont été rejetées par le ministère des Pêches et de l'Économie maritime. L'État protège les ressources halieutiques au moment où on attend 73 000 tonnes de poissons. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, sachez que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a regagné Dakar en début de soirée. Le président Macky Sall rentre d'Abuja où il vient de prendre part au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Niger. Auparavant, le chef de l'État était en visite en Fédération de Russie où il a effectué une visite au Tatarstan avant de prendre part au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. À son retour à Dakar, le président Macky Sall a été salué par le Premier ministre ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Voilà, donc le président Mohamed Bazoum demeure le chef de l'État légitime reconnu par la CEDEAO. L'organisation communautaire exige sa libération et se réserve le droit d'user de la force dans un délai d'une semaine. Réunie en sommet extraordinaire à Abuja, la CEDEAO a pris une série de mesures fortes comme la fermeture des frontières avec le Niger, l'interdiction de survol des territoires des pays membres. Entre autres, à cela s'ajoutent aussi les mesures d'ordre économique de l'UEMOA. Nos envoyés spéciaux à Abuja, Elhaj Maliknia et Oumar Nienga. Face à la gravité de la situation, la CEDEAO a pris ses responsabilités. Au-delà d'une condamnation officielle, l'organisation communautaire a pris des mesures fortes et concrètes. Son Excellence, le président Mohamed Bazoum, demeure le président légitime et élu et le chef d'État de la République du Niger, reconnu par la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale. La CEDEAO condamne en termes fermes la tentative d'interruption de l'ordre constitutionnel au Niger et la détention illégale de son Excellence le président Bazoum, président et chef d'État du Niger, ainsi que les membres de sa famille et du gouvernement. Au cas où les exigences de la conférence ne sont pas satisfaites dans un intervalle d'une semaine, la conférence prendra toutes les mesures pour restaurer l'ordre constitutionnel en République du Niger. De telles mesures pourraient inclure l'usage de la force. Dans la démarche d'isolement de la junte au Niger, la CEDEAO est en phase avec l'UEMOA, également réunie en session extraordinaire. Au regard des graves menaces qu'impose cette situation sur l'intégration et le bon fonctionnement de notre Union, les sanctions suivantes seront mises en œuvre avec effet immédiat. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UEMOA. Deuxièmement, l'interdiction du survol de l'espace de l'UEMOA à tout aéronef à destination ou en provenance du Niger. Troisièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services. Quatrième mesure, la suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger. Cinquièmement, le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Sixième mesure, le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger, à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Septièmement, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA. Huitième mesure, la suspension de toute assistance et transactions financières
en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UEMOA, particulièrement la BOAD. Des mesures d'urgence ont donc été prises par le président Macky Sall et ses collègues chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ils prennent ainsi la pleine mesure des menaces qui pèsent sur la paix et la stabilité de la sous-région. Voilà donc le président Macky Sall qui prenait part à la réunion extraordinaire de la CEDEAO à Abuja. Coopération inter-États raffermée à Kinshasa en marge des Jeux de la francophonie. Les chefs d'État et de gouvernement et les représentants de leurs présidents respectifs se sont retrouvés pour passer en revue les axes de leur partenariat. C'est le cas des premiers ministres de la Côte d'Ivoire et des deux Congos qui se sont entretenus avec leurs homologues du Sénégal. Envoyés spéciaux à Kinshasa, Khalidou Bey et Aramda. À Kinshasa, aux Jeux de la francophonie, ils représentent leurs présidents respectifs, leur pays avec des relations au beau fixe. Les premiers ministres Amadou Ba et Patrick Achi de consolider autour de ce tête-à-tête cette coopération remarquée entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Vous connaissez les relations qui relient Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara et le président Macky Sall et la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, on a jugé utile de se rencontrer pour pouvoir faire un tour d'horizon des questions bilatérales. Et nous sommes très heureux, bien sûr, de nous retrouver ici en RDC où chacun des pays a des athlètes qui vont compétir avec l'espoir, bien sûr, qu'on ait beaucoup plus de médailles que le Sénégal. Donc, nous nous sommes vus, le Premier ministre et moi-même, pour échanger, pour montrer à nos chefs d'État qu'à leur image, nous aussi, nous sommes ensemble pour mettre en œuvre leurs visions respectives pour le développement de la sous-région. Nos deux chefs d'État nous ont mandatés pour venir les représenter. Je pense qu'avec la Côte d'Ivoire, nous allons prendre peut-être un peu plus de médailles. C'est dans cette ambiance fraternelle que ces chefs de gouvernement se sont retrouvés en marge des Jeux de la francophonie. Ici, le Premier ministre du Congo-Brazzaville, venu lui aussi témoigner à son homologue du Sénégal la volonté de renforcer des liens solidement tissés. Et nous nous sommes réjouis de la convergence des vues entre nos deux chefs d'État et de la vision que l'un et l'autre ont du développement de notre continent et de nos États respectifs. Nous avions une dernière commission mixte qui a eu lieu en 2018 qui s'était passée au Sénégal. Le Congo est en train de préparer la tenue d'une autre commission mixte et surtout en mettant un accent particulier sur le développement agricole. Le Sénégal a une forte communauté au Congo. Les Congolais aussi sont bien présents au Sénégal, notamment dans le domaine de la formation et de l'éducation. Donc ça a été l'occasion de faire le point de cette coopération que nous entendons fructifier sur une demande expresse de nos deux chefs d'État. Et si le Sénégal est fortement représenté à ces Jeux, c'est qu'il entretient avec le pays organisateur des relations cordiales et une coopération multiforme. Coopération passée en revue à la primature de la République démocratique du Congo entre les deux premiers ministres. Nous avons une forte communauté ici qui vit très bien et qui est bien accueillie. En tout cas, c'est ce qui m'a été dit et je suis venu confirmer cela au Premier ministre. Nous avons aussi vu dans quelle mesure on pouvait approfondir la coopération parce qu'aujourd'hui en Afrique, on n'a pas d'autre choix que de travailler entre nous, que d'échanger entre nous, d'être plus solidaires pour pouvoir faire face aux contraintes que nous vivons. Effectivement, nous avons une grande communauté sénégalaise ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, et donc améliorer bien sûr leurs conditions migratoires. Ça a été mis sur le sujet et nous avons promis de nous pencher pour garantir en tout cas l'un des meilleurs séjours ici à cette grande communauté que nous avons. Cette coopération ravivée entre pays est le socle de la francophonie, une langue en partage, mais aussi un destin en commun, d'où d'ailleurs la mobilisation de tous pour des Jeux réussis. L'arrestation d'Ousmane Sonko entre dans une démarche juridique et judiciaire logique du procureur de la République, car tant que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas prescrits, le procureur est en situation de déclencher les poursuites. Maître Aïssata Tall Sall était l'invité de l'émission Point de vue de Oumar Nying. Nous l'écoutons. Il a cité
un faisceau de faits. Il a cité un faisceau de faits et il a estimé que tout cela constituait un chapelet d'incrimination qu'il peut reprocher à Ousmane Sonko. Vous savez, le procureur, il est le maître des poursuites. Il poursuit à partir de faits qui sont bien articulés et qui sont bien posés. Et tant que ces faits n'ont pas été prescrits, ne sont pas prescrits, le procureur est en situation de pouvoir déclencher les poursuites. Donc, qu'il date de 2021, qu'il peut remonter pour ce qui est de la prescription jusque 3 ans en arrière, un peu plus pour certains faits. Donc, je pense que si le procureur estime que ces faits-là sont des faits sujets à incrimination pénale, s'il estime, lui, au moment où il se situe, qu'il a suffisamment de données factuelles pour engager la procédure, rien ne l'empêche de pouvoir le faire. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Maintenant, moi, je suis un acteur de la justice. La justice du Sénégal, elle est suffisamment indépendante. Les magistrats sont suffisamment outillés, garantis dans leur liberté souveraine d'appréciation des faits. Ça va être le cas pour le juge d'instruction qu'il va rencontrer pour donner un sort quelconque à la procédure. Oui, en tant que... Voilà, Maître Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le ministère des collectivités territoriales, à travers l'Agence de développement local, appuie l'Institut islamique de Koki. De boulangeries mobiles vont accompagner les apprenants dans la restauration. Cette activité entre dans le cadre de la politique d'accompagnement des Daara initiée par le chef de l'État. Salut Sek. Koki, dans la région de Louga, un lieu symbolique, une cité de mémorisation du Saint-Coran. Cette localité est célèbre grâce à son institut islamique qui accueille plus de 5000 apprenants venus partout au Sénégal. À Koki, l'enseignement coranique est gratuit. C'est gratuit et tous les enfants sont formés au même pied d'égalité. Pour accompagner le marabout dans la gestion de l'Institut, le ministère en charge des collectivités territoriales à travers l'Agence de développement local déploie 2 boulangeries mobiles. Déjà sur place, la production a démarré. Vous avez 300 miches de pain en 2 heures de temps. Aujourd'hui, Koki a 2 boulangeries. Donc il suffit simplement de bien organiser. La formation sera assurée par l'ingénieur qui l'a inventé, qui est un Sénégalais, qui a gagné le prix de l'invention pour les énergies alternatives et les technologies alternatives. C'est pour vous dire simplement, au Sénégal, nous avons beaucoup de ressources. Les enfants sont satisfaits, on voit ça à travers les visages. Président de la République, nous remercions le président de la République et la première dame. Ils nous accompagnent toujours dans la gestion de ce Daara. Cet acte entre dans le cadre de la vision du chef de l'État d'accompagner davantage les Daara avec ce dont l'ADEL apporte sa pierre à l'édifice. Son Excellence M. Macky Sall, le président de la République, à l'occasion de la rencontre avec les maîtres coraniques à Diamniadio, avait engagé le gouvernement pour prendre des mesures pour apporter un soutien, en tout cas au niveau du fonctionnement des Daara. Faire en sorte que les conditions d'apprentissage, des conditions de vie des talibés soient améliorées. C'est la raison pour laquelle nous, à notre niveau, en tant qu'agence de développement local, nous avons décidé d'aller vers les Daara en leur apportant ce que l'on appelle une boulangerie mobile. À côté de la boulangerie, il y a un champ du savoir. Le champ du savoir, c'est un champ de blé, mais aussi un champ de céréales, de mil ou de maïs. C'est pour préparer les populations. Ce projet, un Daara, une boulangerie mobile, un champ du savoir, est donc dans sa phase active. Après Koki et Daruminam, d'autres localités vont en bénéficier. Les travaux du plan d'action prioritaire PAP 3 partagés avec l'ensemble des acteurs de la région de Louga. Il s'agit de s'accorder sur les priorités de la région en vue de l'élaboration d'un document final. Moussa Mané. Il s'agit de partager avec les acteurs de la région de Louga les résultats du diagnostic et de la stratégie relatifs au programme d'action prioritaire PAP 3 pour la période 2024-2028. Nous avons été instruits par le ministre de l'économie de venir discuter avec les acteurs territoriaux qui ont pratiquement tous contribué. Et avec leur contribution, on est tenu de revenir à ces acteurs territoriaux pour leur présenter ce qui a été fait en termes de diagnostic particulièrement et de stratégie. Une démarche inclusive qui permet aux acteurs de discuter sur les projets, les réformes proposées pour opérationnaliser la stratégie.
Objectif, réorienter les priorités vers un modèle de développement plus endogène. On a eu à présenter les deux principales parties et on a également écouté les différents acteurs. Comme on le sait et comme on pouvait s'y attendre, il y a un ensemble de résultats importants qui ont été obtenus. C'est un atelier important qui va permettre donc d'intégrer dans l'élaboration du PAP, en tout cas les grands projets de la région de Louga. C'est pourquoi nous nous réjouissons véritablement de cette importante activité. Cet atelier de partage a permis aux acteurs de la région de Louga de revenir sur les difficultés qui plombent le développement de leur localité. Depuis 2014, la mise en œuvre des phases 1 et 2 du plan Sénégal émergent a permis d'enregistrer des résultats probants dans plusieurs domaines. On focus sur les investissements de l'État du Sénégal à fort impact économique. Des séries de reportages du magazine Infrastructure basé à Abidjan font ressortir les enjeux économiques et sociaux de ces réalisations modèles en Afrique. Invité du magazine le dimanche soir, le directeur de publication de la revue revient sur ces infrastructures modèles en Afrique, levier de politique d'émergence. Voici un extrait de son passage. Voici Olivier Fokam. Je vois au Sénégal des infrastructures de troisième génération. Et je suis surpris de retrouver au Sénégal des infrastructures qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Je vous prends un exemple. Le TER. C'est magnifique. Première année, 17 millions de personnes transportées. Et vous voyez le BAT qui est encore au Sénégal. Et au cours de notre collecte, nous nous sommes rendus compte que les infrastructures qui avaient été construites impactaient beaucoup sur le social. Je vais vous prendre deux secteurs qui font du Sénégal un grand pays aujourd'hui, mais qui vont des infrastructures qui vont profiter à l'Afrique. On a construit des hôpitaux au Sénégal. Le président Macky Sall a fait construire beaucoup d'hôpitaux. On parle de 10, 11 hôpitaux. Ce sont des infrastructures, mais il a fallu équiper ces infrastructures en matériel de dernière génération, donc en plateau technique, scanner et autres. Ça, c'est pour la partie infrastructure. Maintenant, il y a un impact social. Il va falloir recruter 12 à 13 000 Sénégalais pour travailler dans ces hôpitaux. Vous voyez comment au départ on parle d'un principe de construire des infrastructures qui non seulement vont aider, pas seulement les Sénégalais, tous ceux qui vivent au Sénégal, mais surtout, il y a la proximité des soins, la qualité des soins, mais aussi l'emploi. 13 000 emplois, c'est pas rien. Et puis je voudrais développer aussi un autre élément qui montre que les réalisations du gouvernement sénégalais ne concerne pas que le Sénégal. Vous avez la nouvelle ville de Diamniadio. Il y a un parc numérique qui est en construction, qui va devenir comment on appelle, la Silicon Valley de l'Afrique. Vous avez plusieurs générations d'Africains qui vont venir ici se former. Et moi, je pense que le président Macky Sall, et personne ne démentirait ici, appartient à la génération d'Africains, de bâtisseurs africains. Voilà, Olivier Fokam, directeur de publication du magazine Infrastructure, basé à Abidjan. Les 20 et 26 juillet dernier, de fortes pluies se sont abattues sur la ville sainte de Touba. Ici, environ 4 jours après, nos équipes s'y sont rendues pour consulter et constater de visu la fonctionnalité des ouvrages d'assainissement. À Guélémou, Touba Mosquée, Kernyang, les techniciens ont déjà évacué beaucoup d'eau vers les stations et les bassins. Maman Moussagna. Aux abords de la grande mosquée à Touba, Khaira 58, sur les deux voies comme à la hauteur de la mairie, ça circule. Les populations vaquent à leurs occupations. Dans les quartiers dotés d'ouvrages, les dernières pluies n'ont pas entraîné de dégâts énormes. À Touba, le travail se poursuit normalement pour lutter contre les eaux de pluie. Nous nous en réjouissons. Nous remercions ceux qui ont initié ces travaux. Grâce à Serine Touba, tout va se dérouler normalement. Prions encore. D'une manière globale, dans les quartiers drainés, l'impact des ouvrages est largement apprécié par les populations, comme entre Kernyang et Darou Marnane. Nous sommes satisfaits des travaux, nous sommes très contents. Nous prions pour le guide religieux, Serigne Mountakha Mbacké. Nous prions également pour la finition de ces travaux dans les délais.
Le système d'assainissement a fonctionné et bien fonctionné. La preuve, le bassin de Kernyang qui était rempli d'eau a vu le niveau baisser. La capacité de pompage renforcée a permis d'évacuer les eaux. Deux nouvelles motopompes ont été montées ici. Il y avait beaucoup d'eau ici. Tout cet espace était envahi. Mais ces motopompes ont évacué ces eaux. Du coup, nous sommes revenus calmement chez nous. Ici, comme à PK9, les effets des pompages sont visibles. L'eau s'est retirée, permettant à un vulcanisateur et à des menuisiers métalliques de reprendre leurs activités. Vous voyez, partout il y avait de l'eau, mais les pompes ont évacué après les eaux. Seulement, il faut accélérer le rythme. À Nguélémou, ceux qui avaient momentanément quitté leur maison sont revenus suite aux actions de pompage. L'année dernière, les pompes nous avaient sauvés et nous n'avons pas quitté les lieux. Cette année aussi, j'ai préféré rester dans les eaux le temps que les pompes réagissent. D'autant plus que j'ai beaucoup de bagages et mon déplacement n'est pas facile. À Touba et ses environs, les agents de l'ONAS et leurs collaborateurs sont encore là et veillent au grain. Jour et nuit, les sentinelles ne dorment que d'un œil pour ne pas être surpris par les intempéries. Cheikh Thioub est désigné meilleur élève du Sénégal en 2023. Il étudie au lycée d'excellence de Diourbel. Il fait partie des 3054 nominés du concours général. La cérémonie sera présidée demain lundi par le chef de l'État au Grand Théâtre National et l'ancien ministre du Commerce des années 70-80, Daniel Kabou, et le parrain, Maman Moussagna. Au total, 109 distinctions seront remises, comprenant 60 prix et 49 accessites. Récompense accordée à ceux qui, sans avoir obtenu de prix, s'en sont approchés. Ces distinctions ont été réparties entre les élèves de première et de terminale. Cheikh Thioub, élève en terminale S1 au lycée d'excellence de Diourbel, est le meilleur élève 2023 du Sénégal. Cheikh Thioub a obtenu le 3e prix mathématiques et le 2e prix histoire. Au baccalauréat, Cheikh Thioub a obtenu une mention très bien. Certaines performances individuelles de certains élèves sont à féliciter. Safié Toukone du lycée d'excellence Mariamaba s'est distingué en classe de première en remportant un 2e prix en anglais et un 3e prix en citoyenneté et droits de l'homme. Le parrain de cette année du concours général 2023 est l'ancien ministre du Commerce Daniel Kabou, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de février 1964 à mars 1968, ministre secrétaire général de la présidence de la République du Sénégal de mars 68 à mars 70, ancien ministre du Développement industriel, ancien directeur adjoint de la BCEAO, Daniel Kabou, a occupé plusieurs postes de responsabilité au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. La cérémonie de remise des distinctions du concours général 2023 sera présidée par son Excellence le Président de la République. Autre aspect de l'actualité, à Tambacounda, le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME a organisé un atelier de sensibilisation et d'information sur la plateforme nationale e-commerce Boutique 221. L'objectif est de familiariser les commerçants, les organisations agricoles et pastorales avec la plateforme afin de maîtriser le e-commerce. Tidiane Sissé. Après la formation des acteurs des régions de Tambacounda et Kédougou en avril dernier, le ministère du Commerce a organisé cette rencontre pour les sensibiliser et les enrôler sur la plateforme nationale de commerce électronique Boutique 221, plateforme créée pour promouvoir le e-commerce sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif, c'est de leur permettre de s'approprier de cette plateforme, de savoir comment ça fonctionne et de pouvoir avoir leur boutique et de pouvoir vendre. La plateforme nationale de commerce électronique est une composante de la stratégie nationale de développement du commerce électronique. Je dois rappeler que c'est une stratégie qui a été validée en décembre 2019
Et parmi les recommandations phares, il y avait la mise en place d'une plateforme nationale de commerce électronique, boutique 221. Dans la première phase du projet, nous avons créé cette plateforme. Et là, dans cette deuxième phase, nous sommes en train de faire vraiment la sensibilisation et l'enrôlement des acteurs. Augmentation de la clientèle, livraison des produits partout au Sénégal et dans le monde, paiement en ligne. Cette plateforme électronique Boutique 221 présente beaucoup d'avantages. Nous, on a lancé la plateforme en avril 2019 avec nos partenaires Imosir et Gaïné 2000. Maintenant, pendant la période de la Covid, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas pu vendre leurs produits, surtout les ventes en ligne et autres. Il y avait un problème en fait. Maintenant, nous avons créé la plateforme nationale Boutique 221 pour permettre à beaucoup d'acteurs de pouvoir vendre leurs produits. L'objectif pour le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME est surtout d'aider les commerçants, les artisans et autres producteurs locaux à développer leur business à travers le commerce électronique. Et puis le ministre des Pêches et de l'économie maritime a rejeté toutes les nouvelles demandes de licence de pêche au Sénégal, une décision motivée par le souci de préserver les ressources halieutiques. Les acteurs ont salué cette décision au moment où le Sénégal attend environ 73 000 tonnes de poissons. Seydina Lunfal. La pêche n'a pas été très bonne aujourd'hui. On a connu des jours meilleurs. Au marché central aux poissons, les tables sont à moitié garnies. Pour ce marailleur qui exerce depuis plusieurs décennies dans le secteur, il faut revoir les techniques de pêche et l'octroi de licences de pêche. Je pense qu'il ne faut plus signer de licences de pêche pour préserver les ressources. La responsabilité est partagée entre la pêche artisanale et la pêche industrielle. Dans cette usine, on traite et conditionne du poisson destiné à l'exportation. Le directeur fait partie de la commission d'attribution de licences de pêche. Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est des Sénégalais qui ont leur business plan, ils ont leur projet. Ils vont se lancer dans le secteur. Et le ministre il a le droit de les répondre. On doit les répondre. Pour les répondre, il faut que cette commission se réunisse. Pourquoi? On n'est même pas réunis, les gens en font un scandale. Pas un scandale, il n'y a pas de scandale. C'est pourquoi je dis au départ, moi, ça m'énerve. Aucune licence de pêche n'est délivrée au Sénégal sans passer par la commission d'attribution de licences de pêche. C'est une commission juste consultative qui est chargée donc de conseiller le ministre sur les dossiers qui sont reçus. Alors, vous me permettrez de préciser un peu la procédure. Alors, les demandes de licence sont envoyées au ministre. Une fois que le ministre reçoit le dossier, il transmet ça à la direction des pêches maritimes pour instruction. C'est après que la commission est saisie pour se réunir. Alors, une fois que la commission se réunit, la direction des pêches établit un procès verbal, en fait, reflétant l'avis de la commission. Alors, toutes les décisions, après, sont notifiées aux armateurs, que ce soit le refus, que ce soit un complément d'information ou l'accord. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a rejeté toutes les nouvelles demandes de licence de pêche qui lui ont été soumises. Si on compare à 2019, le nombre de licences est nettement en baisse. Parce qu'en 2019, on était à 179. Je pense qu'à la date d'aujourd'hui, on est à 138 licences pour les nationaux et 23 pour l'Union européenne. Parce qu'il n'y a que l'Union européenne qui pêche ici comme pavillon étranger. Donc le Sénégal n'a pas signé d'accord avec aucun pays à part l'Union européenne. Ces femmes transformatrices sont elles aussi préoccupées par la gestion et l'exploitation durable de ressources halieutiques. Si nous connaissons les bonnes pratiques de pêche, la gestion de la ressource
et lutter contre la pêche des petits pélagiques, moi je pense qu'on pourra avoir la quantité de poissons qu'on aura. D'autant plus qu'on a accès démocratiquement aux poissons. En tout cas, ce que je demande à mes confrères acteurs de la pêche, c'est la lutte contre la pêche des petits pélagiques. Et aussi le respect du repos biologique. Actuellement, nous sommes en repos biologique. Il faut respecter le repos biologique. La pêche joue un rôle important dans l'économie du Sénégal. La pression sur la ressource, les techniques de pêche inadaptées contribuent à la raréfaction du poisson. Le navire italien Amerigo Vespucci est en escale à Dakar. Des visites à bord, des formations sur la protection des ressources marines et une conférence scientifique sont prévues pendant 4 jours d'escale dans les eaux sénégalaises. Après Dakar, le navire fera cap dans 28 pays. Damsila. En escale à Dakar pour la deuxième fois après celle de 1966, le navire italien Amerigo Vespucci séjourne dans les eaux sénégalaises du 29 juillet au 1er août. Plusieurs activités sont prévues durant cette période, des visites à bord, des formations sur la préservation des ressources marines et une conférence scientifique. Les microplastiques et leur dispersion dans les mers en général. Donc nous allons cueillir des échantillons qui vont être analysés et nous aurons aussi ainsi une map de l'avancement de la pollution des mers. Depuis sa mise en service, le navire effectue chaque année des activités de formation pour les étudiants de l'Académie navale italienne, mais aussi des pensionnaires venus d'autres pays. Actuellement, 128 élèves de différentes nationalités subissent une formation dans le navire. Notre expérience avec les cadets, et surtout pour les cadets, c'est une expérience qui signe l'arrêt de l'expérience à la mer pour aller à l'expérience sur la terre ferme. Pour les élèves qui sont avec nous, c'est leur première, formation dans le bateau en périple. Et du moment où ils vont choisir de faire ce cours, ils vont devenir un unique corps. Le Sénégal figure parmi les rares pays dans le monde à accueillir 2 fois le navire italien Amerigo Vespucci. Le choix se justifie par les liens solides qui existent entre les 2 pays. Cette escale est en fait une occasion pour célébrer les relations entre l'Italie et le Sénégal, qui sont des relations très très bonnes, qui se sont renforcées ces dernières années, et aussi dans le secteur, disons, de la mer, de la préservation des ressources marines, et aussi dans le secteur de la recherche, nos relations se renforcent de plus en plus. Du 1er juillet 2023 au 11 février 2025, le navire École italien naviguera pendant 20 mois, débarquant dans plus de 30 ports parmi les plus connus, dans 28 pays et touchant les 5 continents. En vertu d'une collaboration exemplaire avec l'Italie et de sa position stratégique en Afrique occidentale, le Sénégal est la seule escale en Afrique subsaharienne. La réglementation touristique est un aspect stratégique du tourisme car elle englobe l'hébergement, les agences de voyage et le guidage. Une bonne réglementation promeut une destination touristique capable de créer de la valeur ajoutée. Abdoulaziz Ban. Le tourisme repose sur la réglementation touristique qui permet d'avoir un tourisme de qualité. La réglementation concerne 3 secteurs, à savoir l'hébergement, les agences de voyage et le guidage. Elle joue un rôle très important dans la mise en place d'un secteur touristique fort, dynamique et capable de s'ouvrir aux autres. Elle nous permet de savoir la capacité qu'on a. Il y a certains tours opérateurs qui peuvent faire venir des milliers de touristes, des centaines de touristes. Donc ces tours opérateurs, quand ils ont cette demande, ils voient est-ce que vous avez la capacité de les accueillir. Il y a aussi certains grands événements comme les comme Mondial ou bien JOJ ou bien la Coupe d'Afrique. Pour pouvoir les accueillir, il faut avoir une certaine capacité hôtelière. Donc c'est dans la réglementation que nous pouvons quantifier le nombre d'hôtels qu'on a. Nous pouvons quantifier le nombre de chambres qu'on a. Donc si les gens investissent et ils ne veulent pas venir se réglementer, nous on ne peut pas savoir. Donc du coup, c'est des opportunités comme ça qui nous échappent. Mais deuxième chose aussi, ça permet de gérer tout ce qui est sécurité. En principe, toutes les personnes qui passent à l'hôtel
le lendemain ou bien le jour J, on doit savoir d'où est-ce qu'ils viennent pour combien de jours, leur nationalité, etc., etc. Donc la statistique aussi, elle est importante. Mais la troisième chose, c'est ce qu'on appelle la taxe de promotion touristique. Si vous passez la nuit à l'hôtel, en dehors de la chambre que vous payez chaque jour 1000 francs de plus. Le Sénégal regorge d'énormes potentialités touristiques avec de très beaux sites à découvrir. Il faudra arriver à les valoriser davantage pour bien vendre la destination Sénégal. Nous sommes une destination balnéaire, on nous connaît comme une destination où il y a la plage, mais en dehors de la plage aussi, nous avons notre culture qui n'existe que chez nous. Nous avons notre religion, l'islam confrérique, etc., les confrériques qui vivent en paix. Nous avons le dialogue islamo-chrétien chez nous. Donc c'est des choses qu'on peut vendre qui n'existent nulle part qu'au Sénégal. Nous avons aussi les chutes de Dindifelo, etc., etc. Nous avons l'île de Gorée, aujourd'hui, qui est vraiment une grande fierté en termes de tourisme mémoriel. Les gens, ils viennent pour se ressourcer chez nous. Donc nous avons tout un potentiel à vendre. Et pour ça, il ne faudrait pas qu'on soit comme le boutiquier du coin qui a sa boutique qui ouvre, qui attend. Le tourisme, c'est une activité proactive, c'est une activité commerciale. Il faut aller vers les gens, il faut intéresser les gens. La dernière chose, c'est par rapport aux Sénégalais. On a conçu le tourisme pour le vendre, mais aujourd'hui, il faut de plus en plus adopter vraiment le frère Olof qui dit Balanga Lah Djaï Lah Lek. Il faudrait que les Sénégalais eux-mêmes parviennent à s'intéresser à l'activité touristique, à visiter. Tout c'est une activité de bienséance, une activité où on demande le repos, vivre en paix, etc. Et ça, nous le méritons. Ce n'est pas seulement les autres qui doivent venir chez nous pour connaître, nous aussi nous devons connaître notre pays. Avec la réglementation touristique, le tourisme sénégalais va mieux se porter et offrir beaucoup d'opportunités au secteur. Il s'agit de bien faire connaître la réglementation touristique pour qu'elle joue pleinement son rôle dans le développement du secteur du tourisme au Sénégal. Afrobasket féminin, le Sénégal a chuté lourdement dans la soirée face au Mali. Score 72-49, 23 points d'écart en faveur des Aigles du Mali. Les Lions terminent à la dernière place de la poule C et passeront par des barrages mardi face à l'Égypte pour espérer une qualification en quart de finale. Nous suivons le résumé du match avec Ibrahim Mboup. En faveur des Lions, porté par Aya Traoré et Kounandao dès l'entame. Plus 3 pour Kounandao. Sur la ligne des 3 points, c'est dedans. Au deuxième carton, les Aigles du Mali bousculent les Lions en jouant ce carton 15-12, même si le Sénégal devance de 2 points à la mi-temps, 28-26. Le Sénégalais Sierra Dilar sort du lot avec 20 points. Aya Traoré a été contenu à seulement 5 points. Les Lions ont manqué d'adresse et souffert au plan physique, ballotté par des Aigles très en jambes. Le Mali l'emporte logiquement. Grosse déception au sein de la tanière après la défaite face au Mali. Moustapha Gaye, le coach du Sénégal, pointe du doigt un déficit physique et un manque de caractère. Voici sa réaction à chaud. Il était en conférence de presse accompagné par Oumou Khairissar. Nous les écoutons. Voilà. Voilà, donc nous allons, après écouter les réactions de Tafa Gaye, le coach, et puis nous allons tout de suite à Kigali retrouver El Hadji Thierno Dramé. Thierno, bonsoir. Vous êtes en direct, les Lions qui ont encore chuté ce soir face aux Aigles du Mali. On l'avait dit, le match n'allait pas être facile. Comment vous analysez cette défaite, Thierno? Une très lourde défaite de ces Lions du Sénégal face aux Aigles du Mali. 23 points d'écart. On ne pouvait pas imaginer que cet écart-là existerait entre ces deux équipes-là. En tout cas, dans le sens où il a été ce soir. Les Maliennes ont été dominantes quasiment sur les deux bords du terrain, aussi bien en défense qu'en attaque. L'entraîneur l'a dit. C'est vrai que sa stratégie a marché un peu en première mi-temps, en première période, mais après l'équipe s'est liquéfiée. Sur le plan physique, elles n'ont pas tenu parce que justement les Maliennes ont relevé leur niveau de jeu et se sont montrées très agressives en attaque et très agressives également en défense, ne laissant pas les Sénégalaises respirer simplement. Et voilà ce qui a amené donc les Lions à chuter lourdement. Et voilà, c'est une défaite qui reste très très amère, aussi bien pour les Lions que pour tous ceux qui connaissent l'histoire entre le Sénégal et le Mali. Je l'ai dit d'ailleurs, la dernière fois que le Mali a battu le Sénégal en Afrobasket, c'était en 2007, imaginez-vous, lors de l'Afrobasket organisé à Dakar. Mais sinon, sur toutes les éditions où les deux équipes se sont croisées, le Sénégal avait largement dominé le Mali jusqu'à ce soir. Maintenant, ce n'est pas terminé, il va falloir se remobiliser pour la suite. Est-ce qu'on peut parler de déficit physique face aux Aigles du Mali, Thierno?
Oui, de toute façon, l'entraîneur l'a dit. Il l'a reconnu en conférence de presse. Il y avait un déficit physique. Après, il a essayé d'expliquer. Comme il l'a dit, ce n'était pas des prétextes, mais des explications. Parce qu'une partie de l'équipe était malade, certaines étaient grippées et tout. Parce que quand même, le Sénégal est l'une des équipes qui a eu la préparation la plus longue. L'équipe du Sénégal a commencé sa préparation depuis 2 mois, donc avec un préparateur physique. Donc on ne pouvait pas s'imaginer qu'arriver à la compétition, qu'elle puisse se liquéfier physiquement comme ça. Maintenant, comme il dit, ce n'est pas des prétextes, hein, parce que derrière aussi, il fallait faire le travail. Tout à l'heure, certains ont évoqué l'âge de certaines choses. Pour lui, elles ont amené leur expérience. Mais bon, après, ce n'est pas le moment peut-être de faire le bilan. Pour l'instant, il y a encore un match, un 8e de finale à jouer qui peut tout changer. Hein, parce qu'en cas de victoire contre l'Égypte, l'équipe se retrouve en quart de finale. Et à partir de ce moment-là, il peut tout arriver. Voilà. Merci beaucoup, Elhadji Thierno Dramé. Merci beaucoup, cher Bamba. Voilà. C'était depuis Kigali, Elhadji Thierno Dramé. Donc, je le disais, une grosse déception au sein de la tanière après cette défaite face aux Aigles du Mali. Moustapha Gueye, le coach du Sénégal, pointe du doigt un déficit physique et un manque de caractère. Voici donc sa réaction à chaud. Il était accompagné en conférence de presse par Oumou Khayri Sarr. Nous les écoutons. D'abord, un constat froid. Froid, c'est qu'on n'a pas les jambes. On n'a pas les jambes et on n'a pas une personnalité collective pour gagner un match d'afro-basket. Donc, le plan de jeu a marché pendant 8 mi-temps et après, l'équipe s'est effondrée. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est ça, on n'est pas physiquement prêt. Je ne sais pas. Après 2 mois de préparation, c'est inadmissible. Mais il faudra évaluer après et assumer les responsabilités. Donc, moi, je prends sur moi. J'ai dit aux filles tout à l'heure de se préparer pour jouer un 8e de finale. On ne gagne pas, on rentre dans la maison, on donne les équipes à d'autres personnes qui vont connaître le travail. Il n'y a rien à faire d'autre. Le conseil est froid, c'est l'équipe du Sénégal n'est pas prête pour aller plus que ça. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Maintenant, un 8e de finale, il est fait pour être joué. On va le jouer à fond. Mais je suis très inquiet sur l'état physique de notre équipe et mental aussi. Je parle premièrement personnellement et après je parle collectivement. Moi, personnellement, je n'ai pas été à la hauteur. Je crois que je devais être beaucoup plus donner le mieux de moi-même. Je crois que j'ai pas. C'est comme ça que je me sens. Voilà. Et ce qui est dans l'ensemble, avec tout ce qu'on a travaillé pendant 2 mois, on n'a pas été à la hauteur. Je crois qu'on devait donner beaucoup plus que ça, que le Sénégal à chaque fois est devant, je crois. Et aujourd'hui, on n'a pas été à la hauteur. Voilà, sport toujours football, Coupe du Monde féminine. Le Maroc a décroché une victoire historique pour sa première participation dans cette compétition. Un succès d'1-0 face à la Corée du Sud ce dimanche. Pour la première fois aussi, une joueuse voilée a disputé un match de Coupe du Monde. La Marocaine Nouaila Benzila entre dans l'histoire. La FIFA avait levé l'interdiction du voile dans ses tournois depuis 2014. Dans l'autre match de la poule H, retenez que la Colombie s'est imposée face à l'Allemagne. Score de buts à 1. Jeux de la francophonie 2023, l'équipe nationale de football des moins de 20 ans a fait match nul, 2 buts partout ce samedi. C'était à l'occasion de son premier match de groupe face au Congo. Mené, et les Lions sont revenus 2 fois au score. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Moustapha Ndiaye et Thierno Souleymane Diallo. 67e minute de jeu. Un buteur sort, un futur buteur rentre. Mamadou Lamine Diatta cède sa place à Amara Diouf. Il n'a fallu que 4 minutes à la pépite sénégalaise pour marquer. Il est jeune, on voulait pas tout de suite l'imprégner dans le match. On voulait qu'il attende un peu, qu'il regarde et puis comme ça, quand il entre, il va faire la différence. Parce que quand il est entré sur son 2e ballon, il a marqué le but. Ce somptueux but du champion d'Afrique U17 permet au Sénégal d'arracher le nul 2 partout face au Congo-Brazzaville. Ce que je reproche à mes joueurs, c'est qu'ils ont plus été dans la réaction que dans l'action. Parce qu'à chaque fois, on attend qu'on nous marque pour qu'ils réagissent. L'entame du match aussi était un petit peu compliqué pour les gosses parce que c'est une sélection, on l'a bâtie en moins de 10 jours et on est venu.
Donc il y a 90% des jours, c'est leur premier match continental. Pourtant, le Congo a dominé le premier quart d'heure. Les Diables Rouges ont ouvert le score à la 13e minute. Une célébration de courte durée. 2 minutes plus tard, Mamadou Lamine Diatta remet les compteurs à égalité. Dans le jeu, les Diables Rouges n'abandonnent pas. Un bon capitaine, Prince Sossou, s'offre un doublé. Ils sont revenus au score à 2 reprises. C'est un regret pour nous, on aurait pu gagner. On a laissé donc 2 points s'échapper. Je félicite les enfants, ils n'ont pas eu peur le fait qu'ils soient champions d'Afrique ou quoi. Ils ont mis le pied, on n'a pas été réalistes, sinon on gagnait largement le match. Le Sénégal dispute son dernier match de la phase de groupe des Jeux de la francophonie lundi contre le Burkina Faso. Coup d'envoi de la rencontre, 14h, heure de Dakar. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe de coordination. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.